go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans ce 35e épisode du Faithful Podcast, épisode dédié à la Free Agency qui commence dans quelques jours, le 15. Donc on va détailler ensemble les joueurs qui sont agents libres chez nous, est-ce qu'on va les prolonger ou non, est-ce qu'on doit les prolonger ou non, voir également les trous qu'on a dans notre effectif et quels joueurs on pourrait recruter pour les remplir. Pour en parler, avec moi j'ai Kevin et Loïc. Salut les gars. Salut à tous. Salut Elliot, salut tout le monde. La Free Agency, ça fait un petit peu le coup d'envoi de la saison 2023, parce qu'on en a parlé, avant on a juste parlé des débriefs de 2022, donc c'est un peu notre coup d'envoi en tout cas de 2023, on se projette vraiment vers l'avenir. Au global, avant de parler au cas par cas des joueurs, est-ce que vous êtes confiant pour cette Free Agency des Niners? Kevin, t'es confiant ou pas? Ouais, plus ou moins, mais d'une manière générale, je suis quand même assez satisfait de l'effectif qui est déjà sous contrat pour la saison prochaine. Je trouve que malgré tout, on a peu de trous. Alors, de façon un peu bizarre, on a beaucoup d'agents libres sur le marché, mais on a quand même un effectif complet, donc je suis quand même assez satisfait. Petite inquiétude, c'est de voir que les restructurations de contrats tardent à venir. On sait qu'on n'a que 7-8 millions de disponibles en ce moment. On sait qu'on pourrait en avoir une trentaine si les restructurations de certains joueurs se faisaient, elles ne se font pas pour le moment. Donc ça, c'est la petite inquiétude, mais non, plutôt totale confiance en John Lynch, qui est un maître absolu en matière de recrutement et en gestion de contrat. Donc non, plutôt confiant à ce niveau-là. Loïc? Je rejoins Kevin, on a déjà un bel effectif avec les joueurs qui sont encore sous contrat pour 2023. Je n'ai pas l'impression que ce soit la free agency la plus importante de l'histoire de la franchise, mais j'ai aussi l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'argent à notre disposition et qu'il va peut-être falloir faire des sacrifices, notamment en défense. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec vous. C'est la question de l'argent de toute façon qui va être centrale dans notre free agency, parce que vous l'avez dit, on a pas mal de joueurs sous contrat, notamment nos stars, globalement, de toute façon, sont sous contrat. On a la chance dans notre effectif d'avoir un paquet de superstars et qui sont verrouillés à minima pour la saison prochaine. On en parlera dans l'émission du contrat de Nick Bosa. Mais en fait, le truc, c'est que ça va être sur de la rotation et sur quelques postes un petit peu peut-être moins clés, entre guillemets, mais qu'il va falloir faire ces mouvements-là. Donc ça ne sera pas du recrutement de stars. Il ne faut pas s'attendre du côté des Niners à ce que les agents libres les plus en vue arrivent chez nous, parce que ça n'arrivera pas en fait, et du coup ça sera sur ces petits moves que ça va être important. On va plonger directement dans le vif du sujet. On va faire un petit peu, on va parler des joueurs qui sont agents libres. On va faire du cas par cas sur certains joueurs importants, et puis après sur les autres ce sera juste oui ou non, est-ce qu'on les garde, un peu sur le format de l'émission qu'on avait fait la saison dernière. J'ai envie de commencer par le joueur sûrement le plus attendu à la free agency de notre équipe, c'est Mike McGlinchey, qui est en fin de contrat, qu'on avait drafté en 2018. Sans forcément rentrer dans le débat, est-ce qu'il a le niveau requis ou pas pour rester, est-ce que toi, Loïc, par rapport peut-être à son niveau de jeu quand même, mais surtout au contrat qui est attendu, est-ce que toi tu garderais McGlinchey dans l'effectif? Alors moi, je serais plutôt pour ne pas prolonger Mike McGlinchey, sauf s'il accepte un contrat relativement raisonnable, autour de 10-12 millions. Mais je pense qu'il risque d'être assez fortement demandé. Quand on regarde les classements des meilleurs free agents de cette année, McGlinchey est souvent dans le haut du panier, à l'échelle de la ligue, hein, j'entends. Moi, je trouve qu'il a un trop gros point faible dans le pass pro. Il a fait une meilleure fin de saison en 2022, mais je trouve toujours ça insuffisant. Et si pour un salaire plus ou moins équivalent à ce qu'on devrait lui donner, voire même un peu inférieur, on peut avoir un tackle droit,
meilleurs que lui dans le pass pro pour protéger nos quarterbacks, parce que je rappelle quand même que faire des saisons à 4 quarterbacks, c'est quand même un peu chiant. Si on peut éviter de ne pas le faire chaque année, ce serait cool. Donc, moi, si possible, je le prolongerai pas lui. Je pense qu'on va le faire. Je pense que c'est lui qui va être prolongé parce que c'est mieux pour la stabilité de la O-line. Mais moi, mon souhait, ce serait qu'on aille chercher un Jawan Taylor pour un salaire peut-être un peu inférieur, qui a le même âge plus ou moins et qui est assez nettement meilleur en pass pro. J'ai vu sur PFF qu'il a autorisé seulement 2,5% de pression, ce qui en fait le 3e meilleur tackle de NFL en 2022 à ce niveau-là. Il est un peu moins bon dans le run block et donc clairement moins bon que McGlinchey pour la course, mais il protégerait mieux Brock Purdy ou un autre que le fait McGlinchey. Donc moi, je serais plutôt pour passer d'un run blocker à un spécialiste du pass pro. Kevin? Moi, je suis quand même un assez fervent défenseur de Mike McGlinchey. Je trouve qu'on en a fait beaucoup sur sa supposée non-production cette saison. Je trouve qu'il n'a pas été si mauvais que ça et qu'il a été de mieux en mieux au fur et à mesure que la saison est arrivée, à avancer, je veux dire. Et je vois pas vraiment qui on pourrait aller chercher à ce poste-là, qui est vraiment pas un poste ultra pourvu en termes de qualité en NFL. Alors oui, Jawan Taylor, c'est lui que tu parlais, je pense, Loïc. Oui, pourquoi pas, mais de ce qu'on voit, c'est à peu près les mêmes valeurs. Donc, si on est pour prendre un autre tackle droit de la même valeur, autant garder celui qui est là depuis plusieurs années, je pense, et conserver cette stabilité. On a déjà une ligne qui est assez jeune. On a déjà 2 rookies installés sur la ligne. On aura peut-être un 3e au poste de centre si jamais on décide de faire des changements à ce niveau-là. Prendre un autre tout jeune joueur à droite ou quelqu'un qui connaît pas l'équipe, ça me paraît être un gros risque. Donc je me fixe la barre de 15, 16, voire même 17 millions, pourquoi pas, mais pas plus haut. Après, ça va impliquer que lui aussi fasse des sacrifices parce que je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont lui en proposer 18, 19, peut-être 20, peut-être plus. Donc parce qu'un tackle droit, c'est très demandé et qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, ça va être à lui aussi de faire le sacrifice de quelques millions et de vouloir rester. Mais j'espère vraiment que la franchise va faire ce qu'il faut pour le garder. Moi, je comprends complètement l'argument de la stabilité, c'est souvent celui qui revient. Mais moi, mon argument à moi, c'était de dire qu'il faut un changement de profil de tackle droit. Un mec plus ou moins du niveau de McGlinchey, ça me va. Plus ou moins du salaire de McGlinchey, ça me va aussi parce que c'est un poste important, mais qu'il faut mieux protéger nos quarterbacks, quitte à ce que ce soit au détriment légèrement du run block. Parce que la NFL moderne, c'est la passe avant tout. Ouais, mais la NFL moderne, là, je vais pas être d'accord avec toi, Loïc. C'est vrai que la NFL moderne est plus axée sur la passe, mais pas nous. Nous, on est axé sur le jeu de course. Donc, Jawan Taylor, c'est pas un mauvais tackle, pour le coup, ça je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, en fait, notre jeu, même si Brock Purdy ou Trey Lance ou n'importe qui sera quarterback, c'est pas Patrick Mahomes. Donc, on va pas axer notre jeu sur lui, on va axer notre jeu sur nos meilleurs joueurs. Et nos meilleurs joueurs, ils sont sur le jeu de course. Oui, on va peut-être faire plus moitié-moitié si Brock Purdy confirme les bonnes choses qu'il a montrées la saison dernière, mais le mec par lequel notre attaque va avancer, ce sera très probablement Christian McCaffrey, voire Deebo Samuel s'il retrouve son niveau, mais ce sera sûrement sur du jeu de course. Donc, je serais plus, moi, pour garder McGlinchey. Après, c'est vrai qu'il y a la question du salaire qui se pose, évidemment. J'irai peut-être pas aussi haut que Kevin sur 17-18 millions, mais 14-15, moi, je le garderais, je pense. Parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas mieux en fait. Sur notre système, moi je le trouve bon. Il a fait, c'est vrai, pas mal de conneries, on en a parlé beaucoup en début de saison, mais au final, on n'a plus parlé de lui sur la deuxième partie de saison parce que il a moins fait de conneries. Il a accordé 5% de pression contre 7 sur ses premières saisons, donc c'est aussi une amélioration dans ce sens-là. Donc moi, je serais plus de l'avis de garder McGlinchey plutôt que de faire, comme l'a dit Kevin, rentrer un nouveau mec dans le système qui n'est pas forcément adapté, qui va peut-être prendre du temps à l'adaptation parce qu'on a un système aussi assez particulier et que tout le monde n'est pas Trent Williams à pouvoir être de toute façon monstrueux partout, quoi. Donc moi, j'aurais été plus de l'avis de Kevin là-dessus. En restant sur la ligne offensive, Jack Brendel, qui est également en fin de contrat, notre centre titulaire cette année. Première saison en tant que titulaire en NFL, il a montré des plutôt belles choses, faut être honnête, on ne s'attendait pas forcément
à ça. Kevin, toi, Brendel, tu le garderais? Tu partirais sur quoi sur le poste de centre? Est-ce qu'on regarde Brendel? Est-ce qu'on prend un nouveau? On part sur un rookie? Tu ferais quoi sur le poste? Bah, moi, je suis totalement team Brendel. J'ai adoré sa saison. J'ai trouvé qu'il remplissait parfaitement le job, qu'il faisait ce qu'on lui demandait tout simplement. Et je suis un peu du même avis que sur McGlinchey. On a beaucoup de jeunes sur la ligne. Là, on a un joueur d'expérience qui a fait le boulot. J'ai envie qu'on le garde. Je pense pas que ça va coûter une fortune. C'est sa première vraie saison en tant que titulaire en NFL. Donc, le gars a encore besoin de prouver et pour réclamer des millions. Donc ouais, moi je continue avec Jake Brendel. Il a fait le taf et il mérite un petit contrat avec nous. Loïc? Ouais, je suis plus ou moins du même avis. Je suis moins chaud que Kevin à son sujet, mais de toute façon, on peut pas avoir des first team all pro à tous les postes et on n'a pas les moyens d'ailleurs de signer des joueurs, enfin d'améliorer tous nos postes. Donc ouais, j'irai sur une prolongation de Jake Brendel, qui à mon avis, comme l'a dit Kevin, ne demandera pas beaucoup parce qu'il n'est pas en mesure de demander beaucoup après une saison. Pour moi, c'est pas une solution à long terme parce qu'il est ni jeune ni très bon, mais voilà, ça fait partie des. Enfin, comme j'ai dit, on peut pas avoir les superstars à tous les postes, quoi. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il doit être notre titulaire la saison prochaine. Est-ce que c'est notre titulaire pour l'avenir? Ça, j'en sais rien, parce que c'est pas non plus une superstar. Il va falloir encore qu'il prouve ce qu'il a montré en 2022. Vous en avez bien parlé, on a des jeunes autour de lui avec Aaron Banks et Spencer Burford, mais ces jeunes-là aussi vont prendre de l'expérience. Et du coup, moi, je serais plutôt d'avis de garder Brendel pour 2-3 ans, tu vois, et de prendre peut-être un centre à la draft. On a, entre nous, beaucoup parlé de Oluwatimi, le centre de Michigan. Moi, je dis pourquoi pas le prendre et le mettre en couveuse 1 ou 2 ans derrière Brendel, qu'il apprenne le taf derrière lui et qu'il soit en mesure, avec plus d'expérience, de prendre le poste comme titulaire, comme un peu on l'a fait avec Aaron Banks dans sa sélection, qu'on a laissé au frais derrière Laken Tomlinson. Et quand Tomlinson est parti, il a pris le poste avec beaucoup de réussite, comme on l'a vu cette année. On va passer en défense. Il y a la question du poste de safety. Là, on a 2 joueurs qui sont en fin de contrat, Jimmy Ward et Tashaun Gibson. Tashaun Gibson, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a pris la place de Jimmy Ward. Jimmy Ward qui est là depuis maintenant 9 saisons à San Francisco. Il est très peu probable qu'on puisse garder les deux. Loïc, si tu devais faire un choix, tu garderais lequel? Bah, je pense que tu m'aurais posé cette question n'importe quand ces 6 derniers mois, j'aurais dit qu'on pourrait pas garder avec Jimmy Ward parce qu'il allait nous coûter trop cher. Mais finalement, en y réfléchissant aujourd'hui, je me suis dit qu'un mec qui peut jouer nickel et free safety, bah, ça vaut mieux ça que d'aller signer un nickelback free agent ou de faire jouer Womack en qui j'ai relativement moyennement confiance. Et Tashaun Gibson qui finalement va pas nous coûter beaucoup moins cher que Jimmy Ward. Donc finalement, un couteau suisse à la Jimmy Ward, s'il nous demande pas plus que 7-8 millions, je sais pas si je suis trop ambitieux, mais s'il nous demande un salaire dans ces eaux-là, moi je le garderai pour sa polyvalence. Kevin? Moi, c'est vraiment compliqué de choisir, je trouve, entre les deux. Je pensais vraiment qu'il y avait une bonne différence d'âge entre les deux. Et puis finalement, ils ont qu'1 an de différence. Jimmy Ward est là depuis bien plus longtemps que ce que je pensais. Mais c'est difficile. Ça va dépendre vraiment de l'écart de salaire entre les deux. Si ce qu'ils demandent, il y a 5 ou 6 millions de différence, ben, autant aller au moins cher. Mais si c'est à salaire égal, j'irai quand même sur Jimmy Ward. C'est un joueur emblématique de la franchise. Il est là depuis très longtemps. Il a connu un début de carrière difficile. Il s'est battu. Il a gagné sa place pour devenir un des safeties parmi les plus respectés de cette ligue. Ouais, pour tout ça, j'aimerais qu'on puisse garder Jimmy Ward. En plus, il y a le côté un peu couteau suisse entre nickel et safety, comme tu le disais, Loïc. Donc, c'est un joueur vraiment intéressant, encore plus que Tashaun Gibson. Mais s'il s'enflamme et qu'il y a des équipes qui lui offrent 10, 12, 13, 15 millions, ben merci, au revoir. Et puis, essayons d'avoir Tashaun Gibson parce que ça a été vraiment une belle surprise. Moi, mon souhait, ce serait qu'on le garde, mais comme tu as dit, je pense qu'il y a des équipes en fait qui vont lui proposer 10-12 millions parce que c'est quand même un mec qui est connu, c'est pas un no-name, c'est quand même Jimmy Ward. Et ouais, je pense qu'il y a des franchises qui ont plus d'argent que nous à dépenser. Bonjour les Bears, qui pourraient très bien sortir plus de 10 millions sans problème pour un Jimmy Ward. Et lui, il n'a pas forcément envie de jouer nickelback non plus. Donc,
D'autant qu'il y a des coachs qui étaient chez nous il n'y a pas si longtemps, qui sont dans des franchises en construction, qui ont pas mal d'argent de côté et qui pourraient forcément être intéressés par ramener un joueur qu'ils connaissent très bien. Allô Houston. Ouais, la question se pose. Moi, aussi, j'aimerais beaucoup aussi garder Jimmy Ward chez nous, forcément pour les mêmes raisons que vous. D'autant que sur les dernières semaines, on avait plus l'impression qu'il se dirigeait vers un départ parce qu'on avait entendu des choses comme quoi il voulait pas jouer nickel, et puis d'autres informations contradictoires sont arrivées ces dernières heures. Je pense que ça va être une des questions avec McGlinchey les plus épineuses en fait de cette free agency. Ça va être autour de Jimmy Ward parce que surtout, comme vous l'avez dit, bah, c'est un joueur emblématique de la franchise. Il a joué 9 saisons chez nous, quoi. C'est pas, il y a pas beaucoup de mecs qui jouent 9-10 ans dans une même franchise. C'est le plus ancien, je crois. Hein. Je pense que c'est le plus ancien de l'effectif aujourd'hui. Ouais, j'ai pas regardé, mais de tête, oui, je pense. Et du coup, ouais, dans l'idée, moi, j'aimerais bien le garder. Après, tu disais Loïc que des équipes pourraient être tentées de le signer pour 12-15 millions. Ça reste un safety, donc c'est pas forcément dans ces eaux-là que ça va chercher un joueur à ce poste-là. Et surtout, là, pour n'est pas la plus excitante, mais sur le poste de safety, il y a quand même des très gros noms. Les deux safeties de Cincinnati, Jesse Bates et Von Bell, Jordan Poyer, Terrell Edmunds, etc. Donc tu as quand même des beaux noms, et je suis pas sûr que quand tu regardes ces noms-là, Jimmy Ward soit le numéro 1 sur le tableau. Donc ça pourrait aussi nous profiter, parce que je pense que Bell, Bates et Poyer sont devant lui sur ce qu'ils ont prouvé sur plus de saisons, peut-être à haut niveau en tout cas. Et en plus, à part Jordan Poyer, Bates et Bell sont plus jeunes que lui. Donc la question va se poser. Et idéalement, j'aimerais garder les deux. Je pense pas que ça soit possible parce qu'on a aussi d'autres mecs à signer. Et du coup, si les tarifs sont équivalents, j'irai dans votre sens en gardant Jimmy Ward pour la même raison que toi, Loïc, cette question de polyvalence. Voilà. En défense, toujours, on en a un peu parlé dans la review de notre saison défensive, la question du defensive end entre Samson Ebukam et Charles Omenihu. Donc même question, Kevin, si tu dois en garder qu'un seul, ce qui semble être le cas, tu partirais sur lequel? Alors, moi je garde les deux. mais je reste sur mon choix de Samson Ebukam. C'est un joueur qui m'a un peu plus convaincu. Ouais, on va pas encore répéter les mêmes choses qu'on a dit la semaine dernière, mais ouais, je reste sur Samson Ebukam. Après, s'il y a un moyen de garder les deux, c'est un formidable luxe d'avoir ces deux joueurs-là ensemble pour la rotation. Loïc? Ouais, pour moi, il n'y a aucun monde où on garde les deux. Et je dirais presque, contrairement à Kevin, que j'ai pas envie de garder les deux parce que j'ai envie de laisser une place plus importante à Drake Jackson la saison prochaine. Mais bon, bien sûr, c'est deux bons joueurs et je pense que l'un des deux au moins ira chercher un beau contrat ailleurs. Maintenant, à salaire égal, comme Kevin, j'ai plutôt une préférence pour Ebukam. Je trouve qu'il a prouvé sur plus de saisons aussi. Et maintenant, je pense que Charles Omenihu, justement pour cette raison-là, parce qu'il a moins prouvé, demandera un salaire moins élevé que Ebukam. Donc reste à voir combien on est prêt à mettre. Est-ce qu'il y a une différence de salaire entre les deux? Mais à salaire égal, je préfère Ebukam. Eh ben moi je vais pas être d'accord avec vous. Donc déjà, non seulement parce que je pense qu'il n'y aura pas la même demande de salaire, mais pour la même raison que toi, Loïc, j'aimerais laisser plus de place à Drake Jackson. Et dans ce cas-là, peut-être garder plutôt Charles Omenihu. Je trouve que Drake Jackson et Samson Ebukam ont un profil un peu similaire de joueurs qui seraient parfaits en outside linebacker dans une 3-4. Bon, on joue en 4-3, mais du coup avec ce côté speed rusher. Et du coup, moi, je serais plus tenté de garder Omenihu pour justement avoir Drake Jackson une espèce de voie libre sur son profil plus large que si Ebukam était encore devant lui. Et Ebukam a prouvé cette année qu'il performait mieux que lui sur le même poste. C'est quand même confier une mission importante à Drake Jackson alors. Je suis d'accord, mais en même temps, l'année prochaine, il sera plus rookie. À un moment donné, on a vu pour Hufanga, deuxième année explosion. Je m'attends pas. Ce sera un rêve évidemment que Drake Jackson performe aussi fort, mais il faut pas non plus s'attendre à que des miracles. Mais si on lance pas nos joueurs un moment dans le grand bain et si on n'essaye pas de voir ce qu'ils valent, on les sélectionne pas en fait. Donc, au bout d'un moment, Drake Jackson va falloir qu'il se lance, va falloir qu'on le lance. Et le seul moyen pour le faire, c'est qu'il joue. Et si Ebukam est là, j'ai tendance à penser qu'il aura peut-être moins d'occasions de jouer. Toujours en défense, bon là je pense que on est
c'est un joueur qu'on aime tous, mais je pense qu'on en a un peu parlé, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il ne sera plus chez nous l'année prochaine. C'est Aziz Al-Shaair, qui était déjà en fin de contrat l'année dernière, où on se demandait qui garder, ou Greenlaw ou Al-Shaair. On était assez partagés, on avait pu garder les deux. Greenlaw a explosé cette année, Al-Shaair a eu peu de temps de jeu. Loïc, est-ce que selon toi, on va devoir dire au revoir à Aziz? Oui, c'est bien dommage, mais je pense qu'on n'a de toute façon pas un besoin. Enfin, parce qu'il y a Warner et il y a Greenlaw, on n'a pas un grand besoin en linebacker. Et quand tu as besoin d'économiser, comme c'est notre cas, tu peux pas prolonger un linebacker 3 pour un salaire qui, à mon avis, avoisinerait les 5 millions pour Al-Shaair. Donc je pense qu'il ira chercher un beau contrat ailleurs. Pourquoi pas à Houston, mais pas chez nous. Bon, alors déjà, tous les mecs de chez nous vont pas tous signer à Houston, même si ça peut faire quand même. Même si je vois ce que tu veux dire, parce qu'on avait tous les mecs de notre attaque qui avaient signé à Miami l'année dernière, et pour Ouais. le coup, tous les mecs de notre défense qui se barrent à Houston, ça ferait sens. Puis ils Mais, sont je encore vois ce plus que en tu- reconstruction, donc. Oui, c'est clair. Enfin, c'est un chantier, de toute façon. Et Jimmy Ryan, c'était le coach des linebackers. Aussi, bien sûr. Kevin? Moi, j'ai quand même des doutes. J'entends parler de 5 millions, 6 millions. J'ai quand même des doutes. C'est un joueur qui sort d'une saison où il n'a pas montré grand-chose, ou peut-être qu'il n'a pas pu montrer grand-chose aussi parce qu'il y avait Dre Greenlaw. Mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'arguments en sa faveur pour demander un contrat assez imposant. J'oublie pas non plus que Dre Greenlaw, c'est un joueur qui a été assez régulièrement blessé, pas cette saison, mais la saison précédente. C'est quand même très bien de pouvoir avoir Aziz Al-Shaair. Donc, évidemment, 5-6 millions, ça sera merci, au revoir, mais je suis pas vraiment certain qu'il ait ce genre d'offre sur la table. Et puis s'il accepte un 2-3 millions en mode un an pour aider l'équipe pour une année se montrer, pourquoi pas. Donc, moi, je fais pas une croix définitive sur Aziz Al-Shaair et je pense qu'on a encore une chance de le garder. Ah, mais moi, ce serait mon rêve qu'on le garde, hein. De toute façon, c'est un joueur que j'adore. Mais moi, je vais être dans l'optique. Il est. Attendez, que je vérifie. Ouais, c'est ça. Il est agent libre sans restriction, donc il fait absolument ce qu'il veut cet été. Et le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire, Kevin, de signer peut-être un an pour aider l'équipe, mais s'il veut choper un gros contrat ailleurs, il va falloir qu'il se montre. Et je sais pas s'il va pouvoir se montrer autant qu'il le souhaite chez nous, justement parce que Greenlaw a explosé et que Warner est intouchable. Donc, j'adorerais qu'il reste, mais je verrais totalement en fait de sa part la logique à contrat équivalent d'aller signer dans une équipe peut-être un peu plus faible, au moins sur le poste de linebacker, pour qu'il soit titulaire et qu'il aille chercher ce gros contrat qu'il pourrait mériter en ayant des grosses performances. Donc j'adorerais évidemment qu'il reste, et si on reçoit une notif de resignature d'Aziz Al-Shaair, je serais le plus heureux du monde, mais j'y crois peu. Et pour revenir sur l'argument de la fragilité de Greenlaw, je suis assez d'accord. Et pour moi, il faut quand même un linebacker 3. Il ne faut juste pas lui donner 5-6 millions. Mais donc, s'il veut bien rester pour 2-3 millions, oui. Sinon, il faudra qu'on aille chercher un free agent à ce prix-là. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, il faudra. C'est pas Demetrius Flannigan-Falls qui fera le taf, que ça soit en cas de blessure ou même de toute façon de la rotation, parce qu'il y a de la rotation dans un match NFL. Donc je suis d'accord, dans tous les cas, c'est un poste qu'il faudra adresser si Aziz Al-Shaair ne reste pas. Toujours en défense, bon là on va parler aussi d'un joueur qu'on aime tous beaucoup. De toute façon, on aime beaucoup de joueurs dans notre effectif. On en a pas mal parlé en début de saison, on en a pas mal parlé dans le dernier podcast, c'est Emmanuel Moseley. On a eu des bruits de couloir, notamment de Richard Sherman, il me semble, qui laissait entendre que Emmanuel Moseley serait un 49er en 2023, ce qu'on souhaite tous évidemment. Kevin, est-ce que tu penses justement qu'Emmanuel Moseley sera sous notre maillot en 2023? En tout cas, je l'espère très fortement. Honnêtement, dans le bassin de agents libres actuellement, je pense que c'est le premier que je re-signe aujourd'hui. C'est un cornerback que j'adore, qui a énormément progressé, qui a une progression rectiligne d'année en année. Cette année, il était parti pour faire une saison complètement dingue encore. Mais c'est sûr qu'il va demander de l'argent, mais avoir un cornerback numéro 2 de ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui se refuse. On a vu Deomodor Lenoir aussi sortir un peu du bois, mais justement, avoir 3 cornerbacks de ce niveau-là dans l'équipe avec Charvarius Ward, c'est ce qu'on a besoin pour viser le titre, pour avoir une défense qui compte et qui fait mal. Donc,
Ouais, moi je suis très fortement partant pour Emmanuel Mosley et je pense qu'il va l'être, qu'il va rester. Loïc, est-ce que sa blessure peut nous permettre aussi de le signer un peu moins cher que ce qu'il aurait légitimement pu demander s'il avait fait une saison complète comme son début de saison? Clairement, clairement, pour moi, ça lui fait perdre un peu en valeur parce il perd quand même une saison sur une grosse blessure et moi je pense quand même qu'il peut demander un salaire de cornerback 1, vu les 2 dernières saisons qu'il vient de faire malgré sa blessure et du coup, je pense qu'on n'a pas les moyens d'avoir 2 cornerbacks payés à un salaire de 13 à 17 millions parce que Charvarius Ward, on lui donne déjà 16 cette année. Avec en plus Déomodore Lenoir qui a fait le travail quand il a fallu remplacer Mosley. Donc je pense pas qu'on ait les moyens, ni que ce soit la priorité absolue, de signer un deuxième cornerback à un salaire pareil. Donc j'irais plutôt sur un cornerback free agent parce que Lenoir et comment il s'appelle notre autre petit jeune qui jouait nickel. Womack. Womack, ouais, ça suffit pas en termes de profondeur, ni de qualité, je dirais. Mais j'irais sur un free agent qui demande un salaire de cornerback 2, parce que Mosley n'est pas à mes yeux malgré sa blessure. Pendant ton intervention, Loïc, j'ai été voir un peu qu'est-ce qui se faisait pour Emmanuel Mosley et puis c'est quand même annoncé aux alentours de 16 à 17 millions par année. Ouais. Ouais. Et Après- c'est un joueur comparable à quelqu'un comme Jair Alexander qui est un vrai cornerback numéro 1 aussi. Donc ouais, ça va être Ça compliqué. me paraît un peu Après, exagéré, c'est- mais Ouais, quand c'est même, ce il que va demander j'allais dire, c'est que quand on parle des valeurs, on utilise Spotrac principalement. Et je pense que justement sur le cas de Mosley, je pense que Spotrac est un peu faux parce qu'ils le mettent à valeur plus élevée qu'un mec comme James Bradberry qui sort d'une saison absolument énorme à Philadelphie. Et je pense qu'Emmanuel Mosley signera un contrat moins onéreux que celui de James Bradberry. Et donc faudra voir ça. J'espère évidemment qu'on va le garder. Après, c'est un petit peu comme tout ce dont on a parlé. On n'est pas les Bears, on n'a pas une masse salariale et un cap salarial illimité. Donc ça dépendra aussi du tarif qu'ils demandent. Mais pour le coup, contrairement peut-être à Al-Shahir, c'est le genre de mec que je peux voir signer un an à un salaire. Il signera pas à 2 millions, hein, ça c'est sûr et certain, mais un salaire un peu moindre de sa véritable valeur pour peut-être potentiellement aller chercher un énorme contrat derrière en montrant encore plus toutes ses capacités. C'est un mec qui est encore jeune. Donc pour le coup, je peux le voir signer un friendly deal chez nous et j'espère que ce sera le genre de contrat qu'on pourra lui signer. Autre joueur qui est là depuis longtemps, un petit peu moins que Jimmy Ward, mais qui est là depuis longtemps, c'est Robbie Gould. Robbie Gould est en fin de contrat. Robbie Gould a 40 ans. Et les dernières informations qu'on a pu apercevoir, les dernières rumeurs, pousseraient vers une volonté de départ de Robbie Gould et de retour sur la côte Est. Kevin, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'en est terminé de Robbie Gould, mais évidemment, je rêve qu'on arrive à le convaincre au moins une saison de plus, 2 saisons de plus. On n'a absolument rien préparé pour la transition vers un autre kicker. On n'a absolument aucun plan en ce moment. Ça parle de drafter quelqu'un au 6e, 7e tour, avoir un nom drafté, trouver un agent libre, mais il n'y a aucun nom qui sort. Là, en ce moment, Moi, j'en ai un de nom qui sort, mais on en reparlera après. Mhm. Mais honnêtement, comme je dis, il n'y a pas grand-chose. On a en ce moment un des 3 meilleurs kickers de la ligue, probablement. On sait à quel point c'est compliqué d'avoir un bon kicker qui est fiable. C'est un gars qui n'a jamais raté un coup de pied en playoff. Il faut se rendre compte alors qu'il a plus de 40 ans. Non, c'est un joueur qu'il faut garder, mais malheureusement, je pense que son avenir, il le veut et il le voit loin de San Francisco. Loïc? Moi, j'ai vu que Brett Maher, le kicker des Cowboys, était free agent. Je me C'est dis non. que vu- Attends. Le mec est pas capable, il est pas foutu de passer un extra point dans le playoff, c'est mort. Il n'est pas foutu d'en passer 1 sur 4. Non, C'est vraiment c'est vraiment l'antithèse de Robbie Gould, quoi. c'est clair. Non, plus sérieusement, je suis aussi pour prolonger Robbie Gould, exactement pour les mêmes raisons que Kevin, parce que je vois pas trop d'autres possibilités. Alors, Elliott a dit qu'il avait un nom d'un bon kicker à la draft, mais on sait quand même que la Non, draft... non, pas la draft en agent libre. Ah, en agent libre, pardon. Non, pour le coup, alors, bon, on en reviendra peut-être un jour dessus, mais pour le coup, à la draft, il n'y a pas de kicker qui ressort, comme il y a pu y avoir l'année dernière un mec comme Kate York ou Mataraisa en tant que punter. Là, il n'y a pas forcément de nom qui ressortent sur ces postes-là.
C'est ça. Donc moi, je suis totalement pour prolonger Robbie Gould et ça m'empêcherait pas de dormir qu'on lui donne 5-6 millions. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je l'aurais tagué personnellement, même si je sais que c'est une option assez impopulaire. Ouais. Moi, j'aimerais aussi beaucoup le garder, évidemment, pour les mêmes raisons que vous. Après, pour contrer un peu ce que tu as dit, Kevin, tu as dit qu'on n'avait rien préparé pour l'avenir là-dessus. C'est un kicker. Tu prends pas de deuxième mec pour préparer derrière. C'est le poste de kicker. C'est un poste un petit peu. Enfin, c'est un poste de salopard, quoi. C'est terrible d'être kicker, je pense, en NFL. C'est très difficile. À part quand tu es un mec comme Robbie Gould, qui est très efficace et qui a prouvé à travers les années, mais c'est un poste très volatile où t'as pas vraiment d'assurance. Et du coup, c'est pas le genre de poste que tu peux préparer vraiment. Ouais, mais on a vu des équipes déjà qui avaient des grands kickers prendre un rookie, le mettre sur leur practice squad, le couper, le reprendre, avoir quelqu'un quand même sous couveuse au cas où, ce qu'on n'a pas Ouais, fait. mais je pense pas que ça soit forcément dans notre mentalité, en fait. Quand on a beaucoup eu des vieux kickers, en fait, qui avaient déjà prouvé. Je pense que c'est plutôt notre mentalité. On a eu David Akers pendant très longtemps, qui était déjà vieux quand il arrivait, puis Phil Dawson, puis maintenant Robbie Gould. Moi, j'ai tendance à penser que ce serait peut-être ça notre avenir, c'est de prendre un kicker expérimenté, plutôt que de partir sur un jeune de toute façon, parce qu'on sait vraiment jamais ce qu'ils vont valoir en NFL. Preuve en est Roberto Aguayo à l'époque, qui était drafté au second tour par les Buccaneers après une carrière universitaire absolument extraordinaire, et derrière qui a fait une seule saison, qui s'est planté et qui n'a jamais retrouvé d'équipe. Donc c'est le problème des mecs qui sortent d'université, c'est qu'on sait pas ce que ça vaut. Donc moi je préfère attendre de prendre un mec qui a déjà fait ses preuves. Et voilà, mais si par contre d'avenir Robbie Gould exprime ne serait-ce qu'un quart de millième d'intérêt de potentiellement rester, il faut le signer les yeux fermés. Dernier nom des joueurs dont on va parler au cas par cas. Bon, là, c'est un mec, c'est pas vraiment savoir si on va le garder ou pas, c'est que c'est un mec, on sait qu'il va partir, c'est Jimmy Garoppolo. Loïc, j'aimerais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous faire une petite éloge de Jimmy Garoppolo et le remercier pour toutes ces années? Non. Ok, Kevin, à toi. Non, sérieusement, Loïc, même si on le sait tous, t'es pas le grand fan de Jimmy Garoppolo, mais on en a déjà parlé, qu'il avait sûrement fait sa meilleure saison chez nous. Pour le coup, lui, tu le vois atterrir où? Parce que dans le marché des équipes à la recherche d'un quarterback, un peu comme l'année dernière, on avait cette même discussion, même s'il est encore sous contrat. L'option Saints est effacée puisque c'est Derek Carr qui a signé là-bas. Où est-ce que tu peux le voir atterrir? Alors, il paraît qu'il serait très attendu à Houston, et c'est vrai qu'il a quand même travaillé pas mal d'années avec Bobby Slowick, qui était notre coordinateur du passing game l'année dernière, et qui est le nouveau coordinateur offensif des Texans. Donc ça me paraît une possibilité. Après, tous nos free agents, comme tu l'as dit, ne vont pas aller à Houston. Et heureusement pour eux d'ailleurs, parce que c'est quand même un trou, je trouve. Sinon, moi j'avais l'option Raiders, ou quand même avec un tight end comme Darren Waller et un slot comme comment il s'appelle encore, Hunter Renfrow. Hunter Renfrow, merci. Il y a moyen de travailler sur les tracés courts. Je sais pas si c'est hyper compatible avec Davante Adams, mais Non, mais Davante Adams, le truc de Davante Adams, c'est qu'il est compatible avec n'importe qui, pour le coup. voilà. Donc il faudra peut-être un peu améliorer la ligne offensive côté Raiders s'il va là-bas, mais ça me paraît un fit relativement cohérent. Kevin, même question. Après les Raiders, virer Derek Carr pour prendre Jimmy Garoppolo, c'est un peu enlever Dupont pour prendre Dupont. Je vois Ouais, pas mais du tout l'objectif, à part casser les années de travail avec Derek Carr pour recommencer à zéro avec son frère jumeau. La mentalité de Derek Carr était quand même assez critiquée, j'ai l'impression, au moins par la fanbase des Raiders. Alors pour le coup, en tant qu'observateur vraiment extérieur, parce que Loïc, même si tu es fan des Niners, on sait que tu as un petit... c'est mentir à personne de dire que t'aimes quand même bien les Raiders. En étant observateur totalement en dehors, je trouve que la fanbase des Raiders est absolument horrible avec Derek Carr, qui l'année dernière, pas en 2022, mais en 2021, les a amenés en playoff tout seul, sur ses épaules. Et pour le coup, je trouve que par mentalité sur Derek Carr, je trouve ça un petit peu dur de la part de fanbase des Raiders. Je te vise pas du tout, évidemment, mais quand je lis pas mal de trucs sur Twitter, que ce soit des Français ou des Ricains sur Derek Carr, je trouve ça difficile, alors que dans toutes ces années, la défense n'a pas été mieux que 22e, quoi. Après, comme fanbase toxique pour son quarterback, on est aussi capable de se donner très fort bien sûr, attention, on est très fort là-dessus. Jimmy peut en témoigner d'ailleurs. Mais bon, bref, peu importe où il atterrira, on espère juste qu'il trouve une franchise où il va pouvoir jouer, être titulaire, s'exprimer, parce que c'est
c'est un quarterback qui a ses limitations, mais c'est un formidable leader, c'est un très bon quarterback. On lui souhaite de trouver cette chaussure à son pied et tout simplement de pouvoir s'exprimer parce que je pense pas qu'il ait encore donné le maximum de ce qu'il est capable de donner. Ouais, et puis pour le coup, alors moi, quand j'ai entendu parler de la rumeur dont tu as parlé, Loïc, sur les Texans, moi j'y crois pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont le deuxième choix de la draft et que pour moi, ils vont prendre un quarterback, que ce soit Bryce Young ou CJ Stroud, l'un des deux, qui sont des mecs NFL ready et qui seront des titulaires en semaine 1, quelle que soit l'équipe dans laquelle ils atterrissent. Donc c'est pour ça que moi, je crois peu à la rumeur Texans. Après, s'ils décident de partir plus sur Anthony Richardson, ça pourrait se comprendre qu'ils prennent un titulaire, parce que lui est un peu moins prêt. Les autres équipes dont on parlait, c'était les Jets, mais les Jets semblent se diriger plus vers Aaron Rodgers. Il y a les Raiders, évidemment, il y a les Panthers, donc il y a pas mal les Colts aussi, donc il y a pas mal de possibilités pour Et Jimmy puis Garoppolo. les Packers, s'ils perdent Aaron Rodgers, c'est pas Alors les impossible non plus Packers qu'ils montent quelque auraient annoncé qu'ils partiraient sur Jordan Love la saison prochaine. Ouais. Après, quel que soit son niveau, pour les Packers, pour le coup, ils l'ont sélectionné au premier tour. S'ils n'essayent pas au moins une fois, c'est un jet à la poubelle. Donc pour le coup, je pense qu'ils vont essayer au moins avec Jordan Love la saison prochaine. Mais c'est pas forcément. On verra bien. C'est pas forcément ce qui nous concerne le plus. Enfin après, sinon c'est pour savoir quelle équipe on va battre en playoff, quel quarterback on va battre en playoff. Je vais vous donner d'autres noms. Là, on va plus. À part si vous avez quelque chose à redire sur eux, et dans ce cas-là, on pourra en parler. Mais c'est des noms un petit peu moins importants. Sinon, je vais juste vous demander oui ou non. Est-ce que vous le gardez l'année prochaine? Daniel Brunskill. Oui. Oui. Ouais, je suis d'accord. Polyvalence. Polyvalence. Il nous faut des mecs de rotation. C'est Donc, parfait. ouais. Hassan Ridgeway. Oui. Oui, parce qu'on manque de profondeur en defensive tackle. Oui, pour les mêmes raisons. Kerry Hyder. Oui, Non. mais pas cher. C'est ça. Pas au-dessus si de 2 millions, c'est sûr. Si c'est au-dessus du contrat minimum, non. Si c'est le contrat minimum, oui. Kevin Tyler Croft. Non. S'il vous plaît, non. Moi non plus, j'en fais des cauchemars encore maintenant, donc juste pour ça, dégage Tyler. Maurice Hurst. Non. Non. Non plus. Josh Johnson. Je vois, si vous aviez devant moi le même visage qu'à Loïc Dubois sur cette application de Josh Johnson, vous auriez même pas besoin d'entendre un oui ou un non pour sa réponse. Mais c'est déjà un miracle qu'il n'ait pas encore été coupé. Mais en fait, il n'y a pas besoin de couper un mec qui est free agent. Ouais, mais moi je pense qu'à la sortie du match de finale de conférence, il était coupé. Tu le coupes même s'il est en fin de contrat. Ça aurait été d'une violence. Il lui reste une semaine de contrat, mais c'est pas grave, je te coupe. Jordan Willis. Un grand oui. Oui. Bah, Oui, après, on dit oui, non, mais c'est toujours lié au prix. Jordan Willis, c'est toujours lié au prix, mais pour le coup, Jordan Willis, je pense qu'on l'aura vraiment un tarot pas cher parce qu'il a pas, même s'il a montré des belles choses, je pense qu'il a montré des belles choses pour les gens qui regardent vraiment attentivement les matchs des Niners. Il n'a pas eu vraiment assez de snaps, je pense, pour que, même si les autres, évidemment, les GM regardent les matchs, à part Trent Baalke, mais ils ont sûrement vu qu'il avait fait des bonnes choses, mais ils vont pas non plus lui donner un tarot extraordinaire. Je voyais même pas qui c'était avant son bloc contre les Packers en divisional l'année dernière, mais juste pour ça, j'ai envie de le prolonger. Demetrius Flanagan-Falls. Oui, parce qu'on manque de profondeur en linebacker. Oui, aussi, si jamais on retrouve personne et qu'Aziz Al-Shahir part, ça reste un linebacker 3 qui peut faire le job, on va dire. Oui, pour les mêmes raisons. Kevin Givens. Oui. Un grand oui. Un grand oui également. Peut-être même titulaire. Hein. Pourquoi pas titulaire, évidemment. Colton McKivitz. Oui. Oui aussi, c'est un joueur qui peut encore se développer, donc c'est toujours intéressant sur la ligne. Ouais, pour de la rotation. Tarvarius Moore. Là, ça sera un non. Non plus. Non, c'est un grand nom pour moi. On l'attend trop depuis tellement longtemps. Il a jamais rien fait. Donc au bout d'un moment, stop. Tu le dis en un épisode sur 2, ça t'a saoulé. Non, mais c'est ça. Moi, ça me saoule. Ça me saoule, c'est bon. Jason Verrett. Non. Non. Salut, c'est moi qui l'a saoulé. Ouais, c'est ça. Mais moi, Jason Verrett, ce serait un non, mais pour lui dire d'arrêter sa carrière.
Ah, toi aussi, tu veux pratiquer l'euthanasie, c'est ça? C'est pas tant l'euthanasie, c'est juste que j'aime beaucoup le joueur et s'il veut rester en vie encore plus de 5 ans, faut qu'il arrête sa carrière parce que déjà qu'il se blesse tout seul, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et enfin, pour terminer, Ross Dwelly. Oui. Évidemment. Et j'ai l'impression qu'il y a que moi qui vois son talent, mais un jour il va exploser au grand jour. Moi, je dirais oui pour le prolonger, mais la question c'est, Kevin, est-ce que tu lui offres un contrat à plus de 10 millions? N'exagérons rien. S'il faut Je choisir préfère entre ma lui et franchise qu'à Ross McGlinchey. Dwelly quand même. Il faut choisir S'il entre faut- Dwelly et McGlinchey. La question se pose. L'avantage, c'est qu'ils sont pas sur le même poste, qu'ils sont pas concurrents et qu'ils vont pas demander le même tarot. Effectivement. Totalement. Est-ce que, donc on a fini avec les joueurs à prolonger ou non, est-ce que dans l'effectif actuel qu'on a, est-ce que vous voyez des joueurs qu'on peut cut sérieusement ou pas? J'ai pas regardé en détail, mais en feuilletant, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de cut évident, personnellement. Non, moi non plus. Pour avoir pas mal étudié le truc pour le coup, moi il y a 2 joueurs, mais qui auraient pu qui nous rapporteraient que 1 million chacun si on les cutait. C'est Charlie Warner et Ambry Thomas. Après, est-ce qu'on n'a pas envie de garder un peu Ambry Thomas pour Olivier dans l'effectif quand même? Juste pour le podcast, faut le garder. Juste pour Ouais, ça. c'est ça le truc aussi. Mais il nous rapporterait que 1 million, donc c'est pas non plus. Enfin, quitte à garder peut-être des mecs en rotation. Le seul joueur que j'aurais vu, c'est Javon Kinlaw, mais il est aussi en fin de contrat, il me semble. Javon Merci. Kinlaw sera en fin de contrat dans 2 ans, je pense, ou dans Ok. 1 an, ou dans un an ou 2 ans. Mais pour le coup, en fait, le problème de couper Javon Kinlaw, c'est Il se tout son comprend, contrat, c'est de la dead money. Donc, Ok, bon, pour le coup, on ne gagnerait rien à le couper. effectivement. Après, si t'as une équipe qui veut nous lâcher un 2e tour pour lui, moi j'écoute tout, hein. Même Ça un n'arrivera. 4e ou 5e. Oui, c'est ce que je lâche. disais. Le 2e tour n'arrivera pas, mais bon, voilà. On parlait au début des restructurations de contrats potentiels. Est-ce que tu vois des joueurs dont le contrat pourrait être restructuré? Et si oui, qui? Oui, on avait Harry Armstead, on avait Charvarius Ward, déjà, qui est éligible. Mhm. Et il y avait un 3e nom, je sais pas si tu l'as. Là, tout de suite, de cherche. tête, je l'ai pas, mais moi j'avais entendu potentiellement parler de Fred Warner. Ouais, c'était Fred Warner, c'est ça. Donc ces Mhm. 3 joueurs-là, avec des restructurations, on pouvait sauver environ 25 à 30 millions Ouais, c'est ça. en plus sur le cap. Donc il faut le faire, mais comme je disais, c'est un peu inquiétant de voir que ça commence à traîner en longueur et que les restructurations ne se font pas. Bah, Donc quand on voit que certaines équipes ont déjà fait leur restructuration, je pense notamment aux Jaguars, qui ont gagné c'est ça. 26 millions en restructurant quelques joueurs, ouais, effectivement. J'en vois passer beaucoup et nous, on n'y est pas passé. Donc c'est un impératif obligatoire de toute façon avec les agents libres qu'on a en ce moment et Nick Bossa qui arrive. Donc ouais, c'est une inquiétude, mais il y a cette option-là qui existe toujours. Évidemment, une des grosses questions de l'intersaison, ce sera autour évidemment du contrat de Nick Bossa. Même si on en a déjà un petit peu parlé dans les épisodes précédents, Loïc, toi, tu lui donnerais combien à Nick Bossa? Parce qu'il faut qu'on le prolonge de toute façon, c'est un no-brainer évidemment, on va même pas avoir ce débat. Mais tu serais prêt à monter jusqu'à combien pour le re-signer? Prêt à monter jusqu'à combien? Bah, disons que s'il demande 45, je sais pas si on lui dit non. Maintenant, Ouais, effectivement. ce serait quand même chiant. Donc, s'il y a moyen de négocier un peu moins, à mon avis, on va taper les 40. À mon Je avis. pense qu'on va taper les 40 parce que moi, des derniers trucs que j'avais vus, ça se tournait plus autour de 30-35. C'est ce que j'espère. Mais je sais pas, c'est un depoy. Enfin, il est depoy juste l'année où on doit renégocier son contrat. Et Bah, c'est un deep boy, c'est un mec qui a que 25 ans, 24 ou 25 ans, 25 ans je crois. Donc ouais, c'est ça. Puis les 3 années où il est pas blessé, on va en finale de conférence. C'est vraiment le mec, le patron de la défense. Pas patron au sens de leadership, parce que ça c'est Warner, mais en termes de talent, c'est clairement le boss, c'est clairement la pièce maîtresse de la défense. Donc il n'y a aucun monde où on peut s'en passer. Donc franchement, s'il demande 40, on lui donne 40. Maintenant, on va espérer que ce soit moins. Kevin. Ouais, comme toi, Elliot, j'avais vu du 30-35, ce qui me paraît
qui me paraît très convenable par rapport à la situation actuelle. On a vu des Daniel Jones signer des contrats complètement fous, Derek Carr pareil. Donc ça fait un peu peur pour Nick Bosa qui arrive, mais C'est pas le même poste aussi. Ça... c'est pas le même poste, mais c'est la même inflation. On est en NFL, les agents ont vu ce qui s'est passé pour les quarterbacks. Oui, ils vont pas toucher des salaires de quarterback. Nick Bosa va pas toucher un salaire de quarterback, mais malgré tout, ils ont vu l'inflation. Donc ils vont forcément être tentés de le demander. Après, on va voir. C'est lui aussi qui doit savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, mais aussi pour l'équipe, parce que ça reste un joueur qui a envie de gagner. Est-ce que ça a du bon de prendre autant d'argent pour ses succès? Je sais pas. Et puis John Lynch, je pense que l'objectif pour lui, c'est oui, donner beaucoup d'argent, mais essayer de donner cet argent le plus tard possible. Ça permet de sauver un petit peu d'argent sur le cap space. Si on est capable d'avoir un contrat qui est assez faible la première année, voire la deuxième année, ça va permettre aussi que l'augmentation du cap annuel nous permette d'absorber aussi cette augmentation de contrat à venir et pourquoi pas de le restructurer un peu plus tard et finalement de s'en sortir à pas trop cher. Donc, tout ça, c'est des histoires de négociations entre eux, mais clairement, John Lynch a un gros rôle à jouer pour l'avenir avec ce contrat. Ouais, je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, comme j'ai dit, ouais, j'espère le signer au plus bas possible, mais évidemment, ce sera au minimum, je pense au minimum 35, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la ligue hors quarterback, et ce qui serait pas loin d'être mérité pour le coup, hein, qu'on se le dise. Ce qu'on espère aussi, donc- c'est qu'on lui donnera un long contrat. C'est pas qu'une Ah, question ça, c'est de quasiment salaire. presque le plus important, parce qu'évidemment, tu as la question du salaire, mais presque, putain, si les 49ers décident de nous sortir sans que ça soit le même argent, mais de se dire, comme les Chiefs ont fait pour Patrick Mahomes, tiens, on le signe 10 ans, franchement, ouais, oui, oui, franchement, oui. Un edge, ça vieillit quand même moins bien qu'un quarterback en général. Mais Non, je bien pense- sûr, mais bon, le plus long possible que Ouais, bien sûr. 6 ans. Ouais, 6 ans, c'est bien, 6 ans. 6 ans, Tu le 4 valides garanties, jusqu'à- moi je signe. Hein. Tu le valides jusqu'à ses 31 ans, et puis après, tu vois ce qui se passe. Franchement. Tout à fait. Et on en a parlé un peu des joueurs au cas par cas qu'on re-signerait ou non. On peut un peu parler poste pour poste. Donc quarterback, on va probablement partir sur un vétéran, que ce soit pour encadrer Trey Lance et Brock Purdy, mais aussi potentiellement pour jouer parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils en sont sur leur blessure. Trey Lance sera disponible à la reprise de la saison. Brock Purdy, c'est moins sûr. Est-ce qu'il y a un nom comme ça qui ressort pour vous? Moi j'ai Jacoby Brissett. Mhm. Je pense que, voilà, à vue au hochement de tête, j'imagine que vous y avez pensé aussi. J'ai pas forcément pensé, mais j'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée. C'est un vétéran, il a de l'expérience, il a fait du bon travail l'année passée aux Browns. Et ouais, on a besoin d'un mec expérimenté parce qu'on a un quarterback qui sera en deuxième année et un en troisième année qui, à eux deux, cumulent même pas 17 matchs en carrière. Mhm. Donc, avoir un mec comme Jacoby Brissett qui peut non seulement apporter l'expérience, mais en plus, si Purdy devait commencer un peu plus tard sa saison, être QB2, voire QB1, si nécessaire, parce que moi, j'ai aucune confiance en la santé de Trey Lance. Voilà. Dans notre franchise, c'est toujours bien d'avoir un quarterback, le plus possible de quarterback valide. Kevin? Moi, j'ai pensé à Nick Mullens. Non, je déconne. Mon Dieu. Après, oui, il y a des noms qui sont intéressants, mais il faut aussi se dire que c'est des gars qui doivent accepter de venir en tant que quarterback numéro 3. Marcus Mariota, moi, ça m'intéresse. C'est un joueur très intéressant. Même Baker Mayfield, pourquoi pas. Case Keenum, c'est intéressant. Heureusement Jacoby que Brissett n'est Brissett. pas là, il aurait hurlé. Même Joe Flacco qui vient donner un petit coup de main. Il y en a plein qui sont intéressants, honnêtement. Même un Mike White, on a vu qu'il avait plutôt été bon aux Jets. Il est jeune, c'est intéressant, mais c'est moins dans le rôle de mentor. Honnêtement, il y en a plein d'intéressants, mais ça va vraiment être qui accepte de venir en tant que quarterback 3 et accepte de ne pas avoir le terrain. Oui, on a vu que cette saison, on a eu notre quarterback 4 qui est rentré sur le terrain, mais ça sera pas ça tous les ans. Ça arrive une fois dans une vie. C'est pas censé se reproduire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va arriver en sachant très bien qu'il va juste jouer l'entraînement.
C'est le problème que j'ai avec pas mal des noms que vous avez proposés, c'est que j'adore Jacoby Brissett, j'aime bien l'idée Marcus Mariota, mais je vois pas dans quel monde ces mecs-là acceptent d'être QB3 alors qu'ils pourraient être QB2 dans quasiment toutes les franchises NFL. Pareil pour Mike White, je pense que Mike White, un beau poste de numéro 2 l'attend quelque part, plutôt qu'un poste de numéro 3. Là, par contre, où je te rejoins peut-être plus sur Joe Flacco, qui était déjà QB3 des Jets et qui est un joueur, donc on connaît le niveau et les limites et le fait qu'il nous ait battus au Super Bowl. Mais, mais c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur, je pense que si le mec, on lui dit, t'iras chercher une bague, potentiellement chercher une bague sans voir le terrain, je pense que le mec, à son âge, il pourrait être OK. De toute façon, je vois pas une équipe le proposer mieux qu'un poste de QB3, et c'est le genre de mec qui a quand même si c'est pas Tom Brady ou Peyton Manning, c'est un mec qui a une jolie carrière en NFL quand même et qui peut apporter à des jeunes. Et je le vois notamment plus apporter un Brock Purdy qu'un Trey Lance parce qu'il a sensiblement un style de jeu assez comparable. Et dans ce sens-là, moi j'avais aussi le nom de Matt Ryan dont on a entendu parler, qui lui n'est pas agent libre, mais qui pourrait partir des Colts. Et donc, qui devrait même partir des Colts. Et donc pour le coup, le nom de Matt Ryan avec lui viendrait comme QB3. C'est la question, c'est le problème que j'ai. C'est après, on a entendu pas mal de potentiellement retraite. Donc lui dire, prends pas ta retraite, viens au soleil, gagne un peu de sous et vois pas forcément le terrain, mais apprends à des jeunes et peut-être avoir potentiellement une reconversion dans le coaching staff. Moi je dis pourquoi pas. C'est ça qui est intéressant pour ce genre de quarterback un peu plus âgé, c'est que il y a le projet de venir en tant que mentor, mais il y a aussi le projet d'après-carrière, de devenir éventuellement coach. On a vu que Demeco Ryans, il est venu chez nous. Il n'est pas venu en tant que joueur, mais il a commencé sa carrière de coaching chez nous en bas de l'échelle avant d'aujourd'hui être head coach en NFL. C'est clairement quelque chose que les joueurs de cet âge-là et les quarterbacks de cet âge-là peuvent regarder avec intérêt. C'est ça, bien sûr. Et puis pour le coup, Matt Ryan, peut-être un peu plus que Joe Flacco, même si Joe Flacco aussi. Matt Ryan, c'est typiquement le genre de mec que je vois très bien dans un coaching staff. Parce que je trouve qu'il a la bonne mentalité pour enseigner à des joueurs comment jouer au football. Est-ce que on est d'accord que drafter un quarterback, contrairement à l'année dernière, c'est clairement pas la solution? Non. Le problème, c'est que dans notre quarterback room est déjà pleine de joueurs jeunes. Ça servira à rien d'en rajouter un de plus. Est-ce que vous pensez qu'on a des besoins en running back ou pas? S'il y en a, ce sera un 6e tour de draft, quoi. Mais si je dis pas de conneries, on n'a aucun running back en fin de contrat. Donc, Non, nos running backs sont pas en fin de contrat du tout. On a McCaffrey, on a Mitchell qui peut peut-être se blesser, mais on a Jordan Mason, peut-être Tyrion Davis-Price, voir ce qu'il peut donner. Donc, pour le coup, je pense pas que ça soit une priorité. Notre running back 3 aujourd'hui pourrait quasiment être running back 1 dans certaines équipes. Donc, je pense pas qu'on ait besoin. J'irai peut-être pas encore jusque-là, mais 2 faciles, oui, ça c'est sûr. J'irai peut-être pas encore jusque-là pour Jordan Mason, peut-être un peu juste encore. De toute façon, on va sûrement drafter un running back au 3e tour, donc on en reparlera après. Est-ce que vous voyez des besoins au poste de receveur? Non. Non plus. Je regarde rapidement, mais non. On a indirectement prolongé Jauan Jennings il y a quelques semaines, on a oublié d'en parler, mais Jauan Jennings, on lui a signé un tender exclusif, ce qui fait qu'on peut matcher toutes les offres et que de toute façon il a une offre de contrat chez nous l'année prochaine. Et puis il y a encore Ray McLeod qui est là, et puis il y a Danny Gray qui est aussi un gros potentiel qui n'a pas encore été exploité. C'est ça. Je me dis que si les dirigeants se disaient on veut absolument un receveur, ils iraient plus chercher du côté de la draft que du côté de la free agency. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Si je dis pas de conneries, au niveau des cibles, que ce soit receveur ou tight end, il y a des classes profondes. Donc j'imagine qu'on ira chercher des gars à ce poste-là, surtout tight end. Tight end, on peut en parler directement, ouais. Moi, je vais dire plutôt mon avis là-dessus. Je serais pas contre prendre un vrai tight end 2. No offense sur Ross Dwelly, mais de toute façon, le coaching staff ne lui fait aucune confiance. Donc de toute façon, c'est pas lui qui sera notre avenir sur le poste de tight end 2. Et moi, je serais pas contre avoir un tight end 2 pour le coup vraiment bloqueur, parce que Tyler Croft ne s'est pas bloqué, parce qu'on n'a pas besoin de tight end receveur, parce qu'on l'a très bien vu que George Kittle peut faire le taf tout seul. Warner, Croft, Dwelly ont reçu très peu de ballons la saison dernière. Par contre, avoir un vrai tight end bloqueur pour éviter les mêmes conneries qu'a fait Tyler Croft, moi je serais vraiment pas contre. Effectivement, un tight end plus bloqueur, ça pourrait être intéressant. On a vu que George Kittle peut aussi se blesser. Et je pense que dans cette mesure-là, un Ross Dwelly peut apporter quelque chose à la réception, mais au bloc, c'est plus compliqué pour lui. Donc clairement,
un tight end 2 plus bloqueur serait intéressant. Et même au-delà de ça, je trouve qu'au-delà du profil, il y a besoin de régénérer un peu notre groupe de tight end. Parce que derrière Kittle, no offense pour Dwelly, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il y a pas grand-chose. Mais Dwelly, Donc, Warner, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils sont là et qu'il ne s'est pas passé grand-chose finalement. c'est ça. Donc, Moi, je vois, quitte à dire un nom, bon, c'est vraiment pas reluisant, mais en même temps, si tu cherches juste un tight end blocker, c'est pas ce que tu cherches. Chris Manhurts des Jaguars, qui est vraiment pas le plus connu, mais pour le coup, qui ne demandera probablement pas de ballon, puisqu'il n'a pas forcément des très bonnes mains, mais qui pour le coup est un vrai pur bloqueur et un vrai bon bloqueur. Donc je pense que c'est le genre de profil, en tout cas, qui peut être intéressant. Sur la ligne offensive, plus largement, on a déjà parlé pas mal du poste de centre. On a déjà parlé un petit peu du poste de tackle avec des potentiels Jawan Taylor ou prolongation de Mike McGlinchey. Est-ce que vous pensez qu'on a d'autres besoins? Titulaire, je pense pas. Du coup, si on sort de ce poste de centre et ce poste de tackle, on n'aura pas forcément de besoin en tant que titulaire. On a parlé de Brunskill. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rajouter des mecs en rotation? On peut toujours ajouter des mecs en rotation, mais on a quand même Colton McKivitz qui a du potentiel, Jason Poe qui semble avoir beaucoup de potentiel, Daniel Brunskill qui possiblement pourrait revenir, il y a Nick Zakelj aussi qui est arrivé l'année dernière. C'est ça, Nick Zakelj qui a été drafté et dont le staff avait beaucoup de hype sur ce mec-là, donc Exact. peut-être c'est un projet. Donc pourquoi pas rajouter quelqu'un au 6e, 7e tour? On sait qu'on a une panoplie de choix en fin de draft. Donc on a 11 choix sur la draft, dans son ensemble, on a 11 choix, c'est énorme. C'est ça, donc autant, oui, faudra en rajouter à la draft, mais aller chercher quelqu'un en free agency avec l'état de nos finances, j'en vois pas du tout l'intérêt. Puis il a quand même beaucoup drafté sur la O-line ces dernières années, donc si même faire de la profondeur, on peut pas leur demander ça à nos jeunes, bah fallait pas les prendre. Donc à mon avis, c'est et ça. de toute façon, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Donc ouais, je suis d'accord avec vous. En fait, la recherche de profondeur dépendra surtout de la prolongation ou non de Daniel Brunskill, qui est le mec parfait pour la profondeur parce qu'il peut jouer partout. S'il reste, je suis d'accord avec vous, on n'aura pas forcément de besoin. S'il part, il faudra s'y pencher, mais on n'en est pas encore là. En défense, là, on a peut-être plus de petits trous un peu partout. Defensive tackle. C'est ça, pour moi, c'est le pire, c'est defensive tackle à l'échelle de l'effectif. C'était déjà le cas l'année dernière et pas de chance, on a eu plein de blessés. C'est toujours le cas cette année. Alors ça nous aura permis de voir que Kevin Givens a quand même un bon niveau. Donc Arik Armstead, Kevin Givens à l'intérieur, je ne sais pas si c'est vraiment complémentaire, mais on a toujours Javon Kinlaw sous contrat. Ouais, mais Kinlaw, moi j'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit. Je le considère comme étant toujours dans la rotation, mais il nous faut un defensive tackle en plus, de préférence un nose, et pourquoi pas un nose titulaire à mettre aux côtés de Arik Armstead. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'en avais un peu parlé, j'en ai parlé dans la preview sur ta jeune actu du profil de Shai Tuttle, qui est pas un nose, mais qui est un vrai defensive tackle très bon contre la course. En fait, il faudrait voir. Moi, j'ajouterais en fait de la profondeur. Je dis pas que Givens ou Hassan Ridgeway sont pas bons, mais c'est juste qu'on a trop de blessures sur ce poste-là. Et que Javon Kinlaw est soit blessé, soit pas au niveau. Arik Armstead, on l'adore tous et on sait que quand il est là, il est largement au niveau, mais ces dernières années, il a été énormément blessé. Donc je pense qu'il faudra signer au moins un mec pour parler de ce problème. Kevin en avait parlé aussi dans le podcast sur la défense, voir ce que va devenir potentiellement Kalia Davis. C'est la question qui se pose aussi. C'est là que j'en venais. Garder Hassan Ridgeway, Kevin Givens, et puis compléter avec Kalia Davis. Puis effectivement, on a encore Javon Kinlaw, on ne sait jamais si finalement il trouve enfin le chemin de la performance et de la bonne santé. Ça peut toujours être un très bon joueur, mais voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut sur ce poste malgré tout, même si c'est loin d'être notre poste le plus fourni, c'est peut-être même le plus faible en globalité. Mais je dépenserai pas plus d'argent que ça à ce poste-là non plus. C'est vrai que pour aller dans le sens de ce que vient de dire Kevin, on se plaint de notre groupe de defensive tackle, mais on a quand même de très loin le meilleur run-stop de NFL sur la saison 2022, de très très loin. Après, je pense que c'est aussi grâce à nos linebackers là-dessus pour le coup. Aussi. Bien sûr, mais ça veut dire que le problème n'est pas non plus sur le terrain. Sur le papier, ça fait peur, mais sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de répercussions que ça. Parce qu'on a eu les bonnes surprises Givens et Ridgeway, comme vous le disiez très bien, qu'on largement été au niveau qu'on n'attendait pas forcément d'eux et qu'ils ont prouvé. Defensive end, bon, d'un côté c'est verrouillé, c'est Nick Bosa, et pour le coup c'est pas le mec où on a plus besoin de rotation puisqu'il joue quasiment tous les snaps. De l'autre côté, on en a un peu parlé, Boukam, Omeniou, Drake Jackson, est-ce que vous prendriez, même Jordan Willis, est-ce que vous prendriez un mec en plus?
Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on va faire avec Ebukam et Omenihu. Alors, on a parlé de potentiellement garder les deux, en garder que un, mais on pourrait aussi en garder aucun des deux. Dans ce cas précis, oui, j'irai chercher quelqu'un parce que vous aimez beaucoup Drake Jackson, mais il a absolument pas gagné ma confiance dans cette première année. Mais moi je veux lui donner du temps de jeu, mais je le vois pas encore comme un titulaire. Pour moi, il Moi est non pas plus. encore prêt. Et dans ce Moi cas-là, non oui, plus. il faudrait. C'est Si ça, on, mais comme tu l'as dit, on n'a pas Ebukam et Omenihu, il faudrait prendre quelqu'un. même en numéro 2, actuellement, je suis pas certain qu'il soit encore prêt. Ah, je pense que si. Je pense que si. Après, c'est mon avis pour le coup, hein. Tu peux largement ne pas être d'accord, mais je pense qu'il sera prêt l'année prochaine à être numéro 2. Et Peut-être. de toute façon, est-ce qu'il est censé être un jour un defensive line qui joue 70-80% des snaps? Je suis même pas Je- convaincu parce que ses faiblesses moi, je pense contre que la oui. course fait que ça risque d'être un joueur de rotation, à mon avis, pour Je longtemps. pense que l'objectif de développement, quand tu prends un mec au 2e tour, c'est pas comme quand tu prends un mec au 6e. Quand tu prends un mec au 2e, t'espères qu'il va devenir titulaire un jour. Au 2e, c'est ça. Au 6e, tu peux te permettre d'espérer une bonne surprise, mais quand tu prends un mec au 2e tour, généralement, tu veux que ça soit un titulaire. C'est vrai. Mais ouais, donc oui, si on prolonge ni Ebukam ni Omenihu, pour moi, il faut aller chercher un mec de ce calibre-là à la free agency, de 5-6 millions par an. Ah, de toute façon, je pense que si on signe des mecs, ça va toujours plus ou moins tourner autour de ces tarifs-là, selon ce qu'on fait évidemment pour tous les autres mecs, pour les offensive tackles, etc. Et puis, il y a énormément d'options intéressantes. Si on cherche un defensive end titulaire, alors à quel prix? Après, il faudra le voir, mais il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants de disponibles. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus trop prendre pour acquis le fait qu'on a Nick Bosa, donc on a notre pass rush. Faut aussi Non, bien sûr. faut aussi qu'il ne soit pas 3 sur chaque snap sur Nick Bosa parce qu'on n'a rien d'autre. Les Eagles, on a bien vu que c'était strength in numbers, leur pass rush. On pourrait, avec Arik Armstead, Bosa, il faudrait quand même un 3e joueur d'un certain calibre sur cette D-line pour pas se perdre dans le pass rush. Et après, il faudra se poser aussi la question, est-ce que Ebukam et Omenihu ont aussi brillé parce que le focus était sur Nick Bosa? Je pense que ça a forcément joué aussi. Ça a joué aussi. Sûrement. Et du coup, faut, comme tu viens de le dire, Loïc, ouais, effectivement, avoir quand même du niveau à l'opposé parce que le focus sera de toute façon toujours sur un joueur comme Nick Bosa et que les mecs qui seront laissés un peu plus libres, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi non plus, il faut qu'ils performent. Puis on a besoin d'un joueur qui soit assez fort pour sanctionner les défenses qui s'occupent trop de Bosa et pas assez de ce joueur-là, justement. Il faut quelqu'un qui soit assez fort. Ebukam l'est, mais il y a peut-être encore mieux sur le marché. C'est ça. Linebacker, Warner, Greenlaw, ça c'est validé et ce seront nos titulaires. On en a parlé, Al-Shaair pourrait potentiellement partir. Là, je pense qu'on est d'accord, il nous faudra quelqu'un. Oui, on l'a déjà dit, de toute façon, il faut un mec. On l'a déjà dit, il nous faudra quelqu'un. Est-ce que vous partiriez plus sur un joueur d'expérience ou un jeune? Moi, je drafterais à ce poste-là parce qu'on a déjà 2 joueurs qui sont en milieu de carrière environ, qu'on a pour plusieurs années. Et je pense que ça serait le bon moment de développer un jeune derrière eux et d'éventuellement les remplacer sous 3-4 ans. C'est ça. Et puis pour le coup, alors, la classe de draft de linebacker n'est pas brillante, il n'y a pas de superstar. Par contre, il y a une belle profondeur et il y a beaucoup à faire au 3e ou au 4e tour. Donc ça pourrait nous intéresser dans nos choix. On en reparlera de toute façon dans le podcast prévu sur la draft. Je suis complètement d'accord avec vous et il ne faut pas oublier qu'on a quand même prouvé avec Warner qui est un 3e tour, Greenlaw qui est un 5e et Al-Shaair qui est un undrafted qu'on peut prendre des jeunes joueurs et les amener très haut. Donc pourquoi pas tenter notre chance de toute façon, c'est la grande force de notre effectif, hein, parce que quand tu regardes toutes les superstars qu'on a à plein de postes, le seul qu'on a drafté au 1er tour, c'est Nick Bosa. Hein. Sinon, Hufanga 6e, Warner 3, Greenlaw 5, Kittle 5. Williams et McCaffrey, c'est des mecs qu'on n'a pas drafté, mais c'était des premiers tours pour le coup. Mais c'est vrai qu'on a prouvé à travers les années qu'on avait cette grande force de drafter des mecs tard. Et puis là, on a le temps de polir un diamant brut qui ne serait pas ça totalement aussi, prêt. Greenlaw et Warner, pour le coup, sont quand même. Ils sont en milieu de carrière, comme tu l'as dit, Loïc, donc ils ont encore des très belles années devant eux. Et comme tu viens de le dire, Kevin, on aurait du temps pour perfectionner un joueur brut. Sur les defensive back, cornerback, est-ce qu'il nous faut quelqu'un? Oui. Alors, mais est-ce que tout dépendra pas de la re-signature ou non de Mosley en vrai? C'est ça. Ou de celle de Ward. Parce que ou si t'as Ward, qui pourrait être le nickel. C'est ça. Pour moi, on va prolonger l'un des deux.
et pas l'autre. Mais en corner, il nous faut de la profondeur parce qu'on a quand même beaucoup de blessures chaque année. Genre, il n'y a quasiment pas un an où on n'a pas de blessure à ce poste-là. Donc, si on Ouais. peut soit drafter un mec au 3e tour, s'il y a des bons corners à ce stade, parce qu'on est quand même en fin de 3e tour, c'est les pics 100 et quelques, soit Oui, c'est ça. prendre C'est qu'en plus, on n'a pas de choix avant ça. Ouais. soit de prendre un mec, comme j'avais dit tout à l'heure, qui nous demandera, si on prolonge pas Mosley, un mec qui nous prendra un salaire de cornerback 2, donc entre 5 et 10 millions. Ça reste quand même un poste majeur sur lequel il faut pas oublier d'investir. Et puis c'est quand même assez light ce qu'on a en ce moment. Alors oui, on a 4 titulaires avec Ward, Hufanga, Gibson, potentiellement Ward, un des deux, et le noir. Mais après, il n'y a plus grand-chose. Oui, il y a Samuel Womack qui est là. Et puis après, il y a du Ambry Thomas et c'est tout, quoi. Donc non, faut encore gonfler ça et essayer d'aller chercher. On a été capable d'aller chercher Tashon Gibson la saison dernière qui s'est révélé être un titulaire. Faut encore essayer des coups comme ça intéressants. Il va y avoir des joueurs sur le marché. Donc, Ça peut être ça aussi la solution, c'est d'aller taper dans du vrai vétéran en fin de carrière potentiellement, mais qui ont déjà montré des belles choses en espérant que ça fasse la même explosion qu'a fait Tashon Gibson. D'ailleurs, pour embrayer directement sur les safety, là par contre, pour le coup, ce qui va nous manquer, ça va être, même si on garde Gibson ou Ward, est-ce qu'il va pas peut-être nous manquer un peu de profondeur? Si, on a tellement de pics que j'ai tendance à me Ouais, dire qu'on manque de profondeur pour le partout, coup, ouais. mais on aura on n'aura pas des mecs qui font le roster à tous les pics au 6e, 7e tour, mais on peut se permettre de piocher et de voir ce qu'on aura. Et de toute façon, je suis pas très inquiet au poste de safety. J'ai l'impression qu'on a un bon coach des safety qui a fait du très bon travail avec Hufanga, avec Gibson, avec Ward. Donc, c'est pas le poste qui m'inquiète le plus. Et puis on parle beaucoup de la free agency, mais il y a aussi des potentiels échanges qui vont pouvoir s'ouvrir. On a énormément de choix, on n'est pas obligé de tous les garder non plus. On peut en envoyer un 6e, un 7e et aller chercher des vétérans sympas aussi. Donc c'est une possibilité. En équipe spéciale, on n'en a pas trop parlé parce qu'on n'a pas débriefé les équipes spéciales, mais Mitch Wishnowsky a signé une belle et méritée prolongation de contrat parce que on en parlait en début de saison, on se posait la question sur son avenir et il nous a prouvé qu'il avait le niveau. Après, est-ce que c'est comme tous les mecs comme Deebo Samuel, il a fait son ça en contractière? On verra bien, mais en tout cas, on n'a pas de problème à se poser sur ce poste-là. Le poste de kicker, on en a parlé. Et moi, du coup, je vous en parlais, j'avais un nom qui m'intéressait, c'est celui de Matt Gay. Matt Gay, qui est le kicker des Rams, qui nous a sorti une très très belle saison. Attendez, je vais vous retrouver les stats exactes, mais il a eu un meilleur pourcentage cette saison que Robbie Gould. Puisque Robbie Gould, bon, évidemment, il a cette qualité de tout rentrer en playoff avec aucun raté sur toute sa carrière, qui a, je le rappelle, commencé en 2005 en NFL. Mais il a réussi que 84% de ses field goals cette saison et 98% de ses coups de pied de transformation. Quant à Matt Gay, lui, il a réussi 93% de ses field goals et 97% de ses coups de pied après coup de pied de transformation, donc c'est quand même 10% de plus. Il n'a que 28 ans, il est en fin de contrat. Il est prévu autour de 5 millions. Je pense que ça peut être le genre de mec intéressant pour nous. Vous en pensez quoi? C'est intéressant. Et un peu dans le même style au niveau des statistiques, j'avais Eddie Pinheiro des Panthers qui a 31 sur 33 sur les field goals cette saison. Alors, j'ai pas le stat des extra points. Mais il a 94%. C'est ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est moins bon, 94%. 94 sur extra point, c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même. Après, il faut se dire aussi que s'il en a raté un quand t'es Gould ou en raté un quand t'es Pinheiro, on a mis beaucoup plus de touchdowns que les Panthers, donc ça se ressent moins dans les pourcentages. C'est vrai, et il a 10 ans de moins, enfin même 12 ans de moins comme Matt Gay d'ailleurs, ils ont 12 ans de moins que Robbie Gould, donc on peut même leur faire signer des contrats long terme, j'ai envie de dire, pour peut-être moins cher que Gould. Ouais, c'est ça. Parce que Robbie Gould, quoi qu'il en soit, même que ce soit chez nous ou dans une équipe sur la côte Est comme on l'a annoncé, je pense que c'est le genre de mec aussi à 40 piges qui voudra aller chercher peut-être un dernier beau contrat. Parce que c'est pas un quarterback qui gagne pas 40 millions la saison et du coup il voudra peut-être aussi assurer ses arrières là-dessus. Et enfin, juste pour finir, long snapper, Tybor Pepper a prolongé chez nous, donc pas de question là-dessus. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Moi, je préciserais juste sur Mitch Wisnowski que c'est forcément pas une contracture qu'il a fait cette année, puisqu'on l'a prolongé en week 1 ou 2, quelque chose comme ça, et qu'il a été bon toute la saison. Donc, Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce fait qu'il avait prolongé très tôt, mais pour le coup, on n'en est pas revenu parce qu'on n'a pas fait une spéciale équipe spéciale dans nos reviews, mais on est tous d'accord pour dire qu'il nous a quand même sorti une vraie belle saison. c'est ça. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un Australien dans un effectif. C'est un petit bonheur personnel d'un pays que j'aime beaucoup, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un Australien. Et ben merci les gars, un bel épisode de Free Agency. On se retrouvera pas cette fois-ci la semaine prochaine. On va se laisser un petit peu de temps de pause, voir la Free Agency se dérouler tranquillement. Et puis même nous, on a enchaîné les podcasts un par semaine depuis le début de la saison. Je crois même pas qu'on ait vraiment fait de pause, à part peut-être pendant la bye week. Donc du coup là on va se laisser le temps, à part si dorénavant il y a une grosse nouvelle comme une énorme signature ou un énorme départ Comme Lamar Jackson qui arrive à San Francisco. C'est non. c'est non. Pour nous en tout cas ça ferait aucun sens. Après pour d'autres équipes on sait pas, mais pour nous ça ferait aucun sens de signer Lamar Jackson, et puis on a vraiment pas de thunes pour le coup. Donc non, mais oui, s'il y a une grosse nouvelle, peut-être pas aussi grosse que Lamar Jackson qui n'arrivera pas, mais s'il y a une grosse nouvelle, on fera peut-être un épisode spécial. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine, et puis Go Niners, merci les gars. Ciao tout le monde, Go Niners. Salut. Come on.